Bonjour. Hello. Hola. مرحبا بكم. Dans notre précédent épisode de Sur la Terre, nous avons parlé des océans essentiels pour notre sécurité alimentaire et la stabilité du climat. Et pour celui-ci, nous remettons le cap vers la terre ferme, car en enquêtant sur la santé des océans, nous avons découvert à quel point elle dépend aussi de l'agriculture. Car les engrais chimiques ruissellent jusqu'à la mer et boostent des algues qui menacent la biodiversité marine. Et ces engrais causent aussi des déséquilibres dans les sols et l'air. L'agriculture du XXIe siècle est donc soumise à des injonctions contradictoires. Elle devrait se passer d'engrais, car à long terme ils sont néfastes pour l'environnement, et en même temps, elle doit nourrir toujours plus de monde. Alors comment l'aider à progresser ? Pour ce nouvel épisode de Sur la Terre, un podcast de l'AFP en partenariat avec The Conversation, je vous propose un grand voyage à la recherche de solutions qui passera par l'Europe et l'Inde, ce géant agricole qui nourrit déjà presque 1/5 de la planète. En France, premier pays agricole de l'Union européenne, c'est à travers le problème des algues vertes que l'on connaît ce sujet, au cœur de douloureuses controverses entre riverains, pêcheurs et agriculteurs depuis des années. Cette cornemuse se jouait en 2009 lors d'une manifestation pour réclamer des mesures contre les algues vertes sur une plage de la commune d'Illion en Bretagne, une des régions d'Europe les plus touchées par ce phénomène. Écoutez la maire Yvette Doré. Ça nous a déjà coûté 245 000 €. Mais tous les ans, depuis des années, la commune d'Illion dépense de l'argent pour ramasser les algues vertes. Et le problème reste le même chaque année. Donc il est grand temps d'avancer là-dedans et de faire quelque chose. Depuis, les plans de lutte contre les algues vertes se sont succédés et ce sujet a régulièrement occupé l'actualité. Il a aussi fait l'objet d'une bande dessinée, d'un documentaire et d'un film sur l'histoire d'une journaliste, Inès Leroux, qui a enquêté sur leurs effets. D'après ce qu'on sait, Thierry a quitté l'entreprise vers 8h. Il va charrier des tonnes de bouts d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde. Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine. Mon fils, il était tout. En Bretagne donc, c'est la santé des habitants qui a déclenché l'alarme. Car quand elles se décomposent, ces algues dégagent des émanations toxiques qui peuvent même entraîner la mort si on y est exposé. Et en mer, ces algues provoquent ce que l'on appelle l'eutrophisation. Alors, on fait un petit essai son. Là, c'est bon ou pas ? C'est parfait. OK. Alors, bonjour, je m'appelle donc Xavier Poux. J'ai une formation d'ingénieur agronome, agro-ParisTech. J'ai demandé à Xavier Poux, spécialiste des systèmes agraires, de nous expliquer ce phénomène appelé l'eutrophisation et qui est provoqué par les engrais. L'eutrophisation des océans, qu'est-ce que c'est ? C'est des milieux marins qui sont trop nourris, paradoxalement, qui reçoivent notamment trop d'azote. Et cet azote, il va faire développer des tas d'algues, des tas d'organismes qui se développent trop. Et en se développant trop, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appauvrissent en oxygène, ils prélèvent tout l'oxygène qu'il y a dans le milieu marin. Et là, du coup, on comprend très bien que ça a des effets sur toute la chaîne alimentaire, toutes les algues, les poissons, les invertébrés, etc. Cette eutrophisation a entraîné des centaines de zones mortes dans l'océan, sans aucune vie marine. Leur nombre a été multiplié par 4 en haute mer et par 10 dans les zones côtières depuis les années 1970. Moi, j'identifie 2 grands types d'impact. Un qui est direct sur la productivité de ces écosystèmes, donc ça veut dire plus de poissons, puis toute la vie qui va derrière. Et deuxièmement, sur le climat, c'est aussi une forte inquiétude parce que tous les organismes vivants sont là, qui participent du cycle du carbone dont je parlais, donc de cette fixation de carbone. S'ils sont plus là, il n'y a plus ce rôle de pompe de carbone au niveau atmosphérique. Donc, ça aggrave le réchauffement climatique. Donc, c'est un enjeu majeur qui peut paraître un petit peu lointain, un petit peu abstrait, mais qui a des conséquences géoplanétaires qui sont immenses. Tout a commencé au début du XXe siècle, quand le traditionnel fumier a été peu à peu remplacé par un engrais chimique, l'azote minéral. Il agit comme un stéroïde sur les plantes en boostant leur croissance, mais non sans effet secondaire. Cet azote minéral, il va favoriser la croissance des plantes qui sont les
plus à même de le valoriser extrêmement vite. Vous nourrissez quelques espèces qui sont capables de pousser très très vite et qui du coup vont prendre le dessus sur d'autres espèces. Typiquement, dans une prairie, vous pouviez avoir 30, 40, 50 espèces de fleurs. Eh bien, vous allez vous retrouver avec 2 ou 3 espèces. Bon, pour certains agriculteurs, c'est magnifique, mais si vous êtes un papillon, c'est l'enfer. Les engrais azotés posent d'autres problèmes. Il faut du pétrole et du gaz pour en fabriquer. Et les sols qui en contiennent entraînent des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Le deuxième type d'engrais moderne à base de phosphore est également problématique. Ce qui est déterminant pour l'eutrophisation marine, c'est l'azote. Ce qui est déterminant pour l'eutrophisation des eaux douces, c'est le phosphore. C'est pour ça que d'ailleurs que les lessives au phosphate ont été très très vite régulées pour limiter l'eutrophisation des eaux douces. C'est les mêmes grands phénomènes que ceux que j'ai décrits pour les océans, c'est-à-dire ces développements d'algues, c'est l'anoxie, donc cette perte en oxygène, et donc avec tous les impacts qu'on a vus par exemple sur les migrateurs, les saumons, etc., les pertes de population de poissons. Et pourtant, au début du XXe siècle, on pensait avoir découvert des remèdes miracles pour l'agriculture qui vivait sa plus grande révolution. En France, les engrais chimiques sont donc très largement adoptés après la Seconde Guerre mondiale, dans un pays traumatisé par des années de rationnement. Écoutez ce reportage réalisé en 1957 à l'Office national industriel de l'azote en France. C'est dans ces compresseurs, ces détendeurs, ces fours à l'atmosphère irrespirable, dans ces silos géants où s'élaborent chaque année des centaines de milliers de tonnes de fertilisants de toute nature, que se joue en partie la santé et la vie de milliers d'hommes en France et dans le monde entier. L'Office national industriel de l'azote contribue largement à l'approvisionnement de la France en matière de fertilisants azotés et joue ainsi dans l'équilibre économique du pays un rôle précieux et irremplaçable. À cette époque, donc, on ne jurait que par l'agriculture intensive, combinant engrais et machines-outils. Mais on jouait avec le feu, car l'agriculture et l'élevage intensif contribuent aujourd'hui au franchissement d'au moins 5 limites planétaires. L'équilibre du climat, la préservation des forêts, les ressources en eau, le cycle du phosphore et de l'azote dont on vient tout juste de parler et la biodiversité. Il faudrait donc une agriculture biologique sans engrais ni pesticides. Mais dans l'Union européenne, seuls 10% des surfaces cultivées sont bio. Et le principal obstacle, c'est la crainte d'une baisse de rendement. Xavier Poux et d'autres chercheurs ont imaginé un modèle de transformation qui permettrait selon eux de nourrir tous les Européens en dépit de cette baisse. Est-ce qu'on peut nourrir les Européens, voire continuer un petit peu d'exporter ? Donc c'est ce qu'on a modélisé. Donc oui, ça passe, mais à une condition, c'est de réduire la production de viande, et donc la consommation de viande et de produits laitiers. Car en Europe, beaucoup de terres sont utilisées pour nourrir le bétail. C'est même plus de 60% des terres cultivées, selon un rapport de Greenpeace. En Europe, l'Autriche est championne de l'agriculture biologique, avec plus de 26% de ses terres en bio. Et entre 2014 et 2021, le nombre de fermes bio a augmenté de 20%. Alors comment l'Autriche a-t-elle atteint ce niveau ? C'est grâce à une mobilisation à tous les échelons, selon l'économiste Ursula Wawrik, auteure d'une étude sur le système alimentaire autrichien. La législation sur les subventions date des années 1990. Et c'est bien plus tard que le plan de l'Union européenne en faveur du bio a été lancé. Et les 3 plus grandes chaînes de supermarchés ont suivi, tout comme les consommateurs. Started to have their organic brands. And this was probably the biggest. Les grands supermarchés ont commencé à proposer des marques bio. Et ça, c'était vraiment important. Quand on a 1 millier de produits bio dans un supermarché à un prix accessible pour la plupart, ils sont achetés. Dans la plupart des pays, les prix sont plus élevés. Ce n'est pas le cas en Autriche. But in Austria, actually, it's not so costly. Mais comment faire à l'échelle mondiale ? C'est d'abord en Asie et en Afrique qu'il faudrait trouver des solutions,
car ces deux régions concentreront en principe 8 humains sur 10 en 2100. Et c'est l'Asie qui consomme le plus d'engrais. Alors je vous emmène en Inde. Laurent Ruiz vit à Hyderabad dans le sud du pays. Il est agronome et étudie l'agriculture indienne. L'augmentation spectaculaire de la population s'accompagne d'impacts qui sont énormes, que ce soit l'eau, l'air, les sols, la biodiversité. Et donc, il y a de multiples initiatives qui se développent pour essayer de trouver de nouveaux modèles. Et je suis persuadé que c'est un enjeu majeur planétaire parce que finalement, peut-être que notre avenir à tous dépendra des solutions qui seront trouvées ou pas en Inde. L'Inde est le pays le plus peuplé du monde depuis cette année, avec 1,4 milliard d'habitants, dont 60% vivent de la terre. Ce pays a aussi eu sa révolution agricole, passée par l'irrigation et les intrants, c'est-à-dire les engrais. Et pour y arriver, beaucoup d'agriculteurs se sont endettés. Quand on a une mauvaise année, des mauvaises récoltes, des attaques ou des tornades, des cyclones, etc., c'est ces gens-là qui se retrouvent en banqueroute complète, qui ne peuvent plus rembourser des prêts. Le gouvernement de Modi n'a pas honoré ses promesses. Chaque jour, un fermier se suicide. On a perdu le compte du nombre de morts parmi nous. On exige que le gouvernement efface nos dettes. Cette épidémie de suicide chez les fermiers indiens, ça a été un signal d'alarme pour la société indienne. C'est donc en Inde qu'a été lancé le plus vaste projet d'agroécologie au niveau mondial. Soutenu notamment par l'ONU, il vise à convertir 6 millions d'agriculteurs. Et cela se passe dans l'Andhra Pradesh, un état côtier du sud-est qui a 55 millions d'habitants. En Andhra Pradesh, vous trouverez des régions tropicales ou montagneuses, des terres fertiles, des mangroves et d'autres trésors de biodiversité. Son objectif, en tout cas, c'est de se passer totalement d'engrais et de pesticides d'ici à 2030. The rural women said every year we are spending so much money on pesticides. Les femmes en milieu rural disaient « On dépense beaucoup d'argent dans les pesticides et les engrais synthétiques. Notre santé souffre. Et on ne sait pas si la récolte va bien se passer et on a des problèmes pour vendre. » Elles demandaient qu'on intervienne. So the demand for, a new kind of intervention. Vous venez d'écouter Vijay Kumar, c'est lui qui a mis en place ce programme en 2015. Ce haut fonctionnaire indien m'a expliqué qu'au départ, son obsession, c'était surtout de lutter contre la pauvreté. Et pour y arriver, éliminer les engrais et pesticides était un moyen efficace puisque ça réduisait la dette des agriculteurs. D'où le nom de son programme, Zero Budget Natural Farming, agriculture naturelle à budget zéro. So in 2050, and that's where our present story begins. And that year was a very bad drought year. Notre histoire commence en 2015. Cette année-là, il y a eu une terrible sécheresse ici. Beaucoup d'agriculteurs ont émigré vers les villes, beaucoup se sont suicidés. Alors j'ai convaincu mon supérieur de faire un plan sur le long terme qui s'attaque à la racine du problème et plus aux symptômes. La première année, j'ai d'abord mis en place un programme pilote dans 700 villages avec 40 000 agriculteurs. And the first year itself, around 40,000 farmers enrolled. Pour en parler, j'ai aussi appelé Thaïs Lost. Pendant son master en agriculture durable, cette Française a justement étudié ce programme d'agriculture naturelle ou natural farming. Elle a passé 9 mois dans l'Andhra Pradesh où elle a observé de près les méthodes appliquées qui suivent 9 principes. Donc déjà, la pierre angulaire, c'est le Jivamurtam. Donc c'est pour favoriser la culture d'un certain nombre de bactéries, etc. Et du coup, c'est une solution fermentée de bouse de vache traditionnelle, de vache indienne, avec de l'urine, de vache locale aussi, et du jaggery, qui est en fait du sucre de canne non raffiné, et des poudres de légumineuses. Et du coup, on va le faire et le laisser fermenter un certain moment. Et après, on va pouvoir l'épandre sur les parcelles de plusieurs manières. C'est extrêmement sophistiqué. Et là, je vous ai parlé d'une solution. L'idée est aussi de maintenir l'humidité du sol pour réduire les besoins en eau, d'encourager la polyculture,
de combiner agriculture et élevage, de ne jamais laisser les sols nus. Et des milliers de volontaires très bien payés diffusent ces connaissances sans forcer les agriculteurs. Changer les comportements, c'est très difficile. On n'y arrive pas du jour au lendemain et on ne doit pas chercher à l'imposer de manière verticale par le haut. Donc nous, on n'a pas interdit les engrais, on pense que les fermiers vont renoncer d'eux-mêmes. L'autre jour, une dame m'a dit qu'il lui avait fallu 3 ans pour convaincre son mari. Selon l'économiste Pavan Sukhdev, ancien président du WWF et co-auteur d'un rapport sur ce programme, le bilan, après 7 ans, est plutôt positif. Les rendements sont en moyenne 11% plus importants. Mais en moyenne, les bénéfices ont augmenté de 49%. Et c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est les coûts de production qui ont baissé, car on n'a plus besoin des pesticides et des engrais. Les coûts de main-d'œuvre plus élevés sont compensés par la baisse des coûts de production. Et aussi, le rendement était plus élevé. Et en plus, les consommateurs sur le marché avaient compris que cette nourriture était de meilleure qualité. Et donc, les agriculteurs ne rentraient pas chez eux avec des invendus. Sur 6 millions d'agriculteurs, environ 1 million ont commencé à tester au moins un des 9 principes du natural farming sur une de leurs parcelles. Et 100 000 sont complètement passés au natural farming selon Pavan Sukhdev, qui croit à la force de l'exemple. Le résultat reste pour l'instant limité et Thaïs Lost et Laurent Ruiz m'ont expliqué pourquoi les freins sont nombreux. Ils disent que c'est beaucoup de travail. Ceux qui pratiquent le natural farming disent qu'en effet, ça leur coûte moins cher, mais que ça demande beaucoup de travail. Donc nous, on le voit sur leur calendrier annuel, qu'ils ont besoin, soit ils font des plus grosses journées, soit ils ont besoin de plus de membres familiales pour couvrir le travail annuel. Et donc l'Andhra Pradesh a annoncé au départ qu'en 2030, tout le monde serait converti. Ce sera certainement pas le cas. Mais par contre, la prise de conscience des limites du système industriel est beaucoup plus importante que dans d'autres États. Pour eux, il faudrait aussi valoriser davantage la production de ces agriculteurs et un obstacle majeur est lié au fait que l'État indien subventionne encore massivement les engrais. L'Inde et l'Europe n'ont rien à voir sur le plan agricole. La taille des exploitations, la géographie, la fertilité des sols, tout est différent. Mais en Europe, comme en Inde, les experts s'accordent sur un point. Passer à l'agriculture biologique prend du temps. Il faut en faire une priorité politique et accorder un soutien massif aux agriculteurs. Et il n'existe que des solutions adaptées localement. En Afrique, par exemple, où la population va doubler d'ici 2050 et où la consommation d'engrais est 10 fois moins importante qu'en Europe, on ne pourra pas se passer complètement des engrais dans un premier temps, selon Gatien Falconier, agronome du CIRAD, basé au Zimbabwe. Effectivement, on peut avoir un scénario dans lequel on se dit, ok, on fait une agroécologie en Afrique sans engrais, on n'utilise pas d'engrais. Ça veut dire que les augmentations de productivité seront limitées. Et donc, si on veut assouvir les besoins alimentaires d'une population croissante, il faut augmenter ces surfaces agricoles. Et ça se fait inéluctablement aux dépens des forêts et des zones de savane boisée qui sont des puits de carbone majeurs. Et c'est un enjeu qui est global et qui nécessite de bien définir les termes du débat en fonction des zones où on se situe. Et dans les pays du Nord qui actuellement utilisent trop d'engrais, oui, il faut diminuer cette utilisation-là. Ça permettrait, ce qui est économisé dans ces pays du Nord qui en utilisent trop, d'en utiliser un petit peu plus. C'est donc aux pays riches et du Nord de faire des efforts en premier. Et il existe des moyens d'action puissants à l'échelle de l'Union européenne, par exemple. Saviez-vous qu'un tiers du budget de l'Europe est destiné à l'agriculture ? Or aujourd'hui, les aides européennes à l'agriculture sont surtout distribuées en fonction du nombre d'hectares et pas du type d'agriculture pratiquée. Même si, depuis 2023, un quart des aides directes doivent aller à l'agriculture biologique, le Parlement européen a envoyé en novembre un signal très contradictoire en renonçant à prendre des mesures plus strictes contre les pesticides. Sur la Terre revient en janvier. Merci 1000 fois de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiefer. Si vous voulez creuser le sujet des engrais en Afrique, je vous invite à lire un article de Gatien Falconier dans The Conversation
Je vous laisse le lien dans la description. À très vite!